Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on s'attaque à une analyse assez pointue d'une œuvre pour le moins dérangeante, Standing into Circles de Boyd Rice. Oui, Le titre déjà, c'est une citation de Charles Manson, donc ça pose un peu l'ambiance. complètement. Et l'idée, c'est qu'il y aurait deux cercles. Le premier, c'est l'artiste d'avant-garde, le pionnier de la musique noise. Voilà. Et le second cercle, c'est le provocateur, le darwiniste social, avec son imagerie fasciste, ses idées misogynes. C'est ça. Du coup, la question qui guide notre analyse, c'est est-ce que ces deux facettes coexistent vraiment? Est-ce qu'elles sont séparées ou est-ce que l'une, en fait, ne sert pas de masque à l'autre? C'est exactement le cœur de l'analyse. Elle avance que cette séparation c'est un leurre en fait. D'accord. Les deux cercles ne sont pas du tout distincts, ils sont fusionnés. L'art, toute cette posture d'artiste, devient le véhicule parfait pour l'idéologie. Le véhicule. Oui. L'analyse utilise un terme fort, elle parle d'abjection. C'est ce moment, ce brouillage où on ne sait plus où s'arrête la transgression artistique et où commence le discours de haine. Je vois. Donc pour lui, c'est la même chose. C'est les deux faces d'une même pièce. D'accord. Mais alors, pour bien comprendre cette fusion, il faut peut-être revenir à la base de sa doctrine. Oui, il faut. L'analyse insiste beaucoup sur son adhésion au darwinisme social, qui viendrait d'un livre du 19e siècle, Might is Right. L'idée, en gros, c'est la pitié, c'est une faiblesse, seule la force brute compte. C'est tout à fait ça. Et il va même jusqu'à le théoriser dans un essai au titre assez parlant, L'éternel fascisme de la nature. Ah oui. Son argument, c'est que la nature, elle, est fasciste, hiérarchique, impitoyable. Il essaie de naturaliser la violence, l'oppression, pour les rendre acceptables. Et la conséquence de ça, c'est... La conséquence logique, c'est un mépris total pour la victime. Si on souffre, si on est faible, ce n'est pas une injustice, non. C'est juste l'ordre naturel des choses. C'est une inversion complète de toutes nos valeurs humanistes, quoi. C'est glaçant. Et j'imagine que ça ne reste pas que des écrits. Comment ça se manifeste visuellement. Absolument, et c'est là qu'on entre dans ce que l'analyse appelle le fascisme esthétique. Il va jouer avec les uniformes, les symboles nazis, comme la rune Wolfsangel, mais en présentant toujours ça comme un simple choix de style. Une provocation, en somme. Une provocation, voilà, pour choquer le bourgeois. Lise, c'est le contexte et la persistance. L'exemple le plus frappant, le plus fou, que l'analyse cite, c'est une photo de 1989. Oui. Rice pose en uniforme nazi aux côtés du leader d'un groupe suprémaciste blanc bien connu, American Front, Ok. dans un magazine pour adolescentes. Sassy. Attendez, pardon. Dans un magazine pour ados. Pour ados, oui. Oui, c'est ça qui est absolument ahurissant. Mais comment c'est possible? Et c'est là que l'analyse met le doigt sur le concept clé. La déniabilité plausible. C'est un tour de passe-passe génial et terrifiant. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si on le critique, il peut toujours répondre « Oh, mais c'est de l'art, c'est du second degré, vous n'avez aucun humour. » Je vois. Sauf que le message, lui, il est bien passé. Il s'affiche publiquement avec un néo-nazi et ça passe pour une blague d'artiste. C'est cette ambiguïté qui est sa meilleure arme. D'accord, donc c'est une méthode, pas un dérapage. Et j'imagine que cette méthode, il l'applique à d'autres de ses œuvres. Malheureusement, oui. Et c'est peut-être là que ça devient le plus sinistre. L'analyse se penche sur son essai « Révolte contre l'envie du pénis ». Rien que le titre. Le titre est déjà une provocation, bien sûr, mais le contenu va bien plus loin. Il y prône, mais ouvertement, la violence sexuelle comme un moyen de restaurer un prétendu ordre naturel. C'est-à-dire une domination masculine. Exactement. Et là encore, on pourrait dire c'est de la satire, sauf que si on replace ça dans sa philosophie globale du fort qui domine, Ce n'est plus de la satire. l'analyse conclut que non. Ce n'est plus de la satire, c'est juste l'application logique et terrifiante de sa vision du monde. Donc, pour résumer un peu cette plongée, l'analyse de Standing into Circles le présente vraiment comme un cas d'école. Un artiste qui utilise son statut, qui utilise l'ambiguïté de l'art comme un bouclier. Un bouclier, oui. Cette stratégie des deux cercles, ça lui permet de diffuser des idées vraiment extrêmes, tout en pouvant, à tout moment, se réfugier derrière l'ironie ou l'art si on l'attaque sur le fond. Exactement. Et je pense que ça nous amène à une réflexion plus large. L'analyse de cette œuvre, elle pose une question fondamentale, surtout aujourd'hui. La contre-culture, elle a toujours flirté avec la transgression pour critiquer le système. Bien sûr. Mais à quel moment la provocation arrête d'être une critique
pour devenir simplement une plateforme pour la haine, banalisée sous prétexte que c'est de l'art, ou où est la frontière, quoi? La ligne entre la liberté d'expression subversive et la complaisance, voire la complicité, c'est une question qui reste totalement ouverte.